C'est une icône. Cet avion a servi, il a servi aussi, par exemple, à un certain constructeur d'automobiles, Ford, avait choisi d'appeler une certaine voiture la Mustang, et au départ, l'insigne de la voiture, c'était l'avion. Et il y a eu un problème de droit d'utilisation de l'image, et finalement, Ford a abandonné l'idée d'utiliser l'avion comme emblème. Ils ont gardé quand même la prise d'air de la Mustang. La calandre de la Mustang est une réplique de la prise d'air du Mustang qui est sous le ventre de l'avion. Et donc Ford a fini par choisir le cheval, le petit cheval des plaines nord-américaines, le Mustang, comme emblème. Mais cet avion est véritablement à l'origine pratiquement d'un mouvement artistique dans le dessin automobile, dans le design américain. Le Mustang a une responsabilité énorme. Au décollage, un autre Warbird de la même collection, la collection François Warbird Aerostar, basé lui aussi à Melun-Villaroche. Celui-là est le dernier des Douglas à hélice. Douglas, c'est encore une autre légende de l'aviation. Donald Douglas était un ingénieur à l'origine, ingénieur naval, qui s'était passionné dans les années 1910 pour l'aviation et qui avait fini, et par quelques années plus tard, décidé d'émigrer parce que dans la région de New York, comme il ne fait pas très beau, on vole un peu moins. Donc il était parti avec sa femme, ses enfants en bas âge, son chien et $800. C'était toutes ses économies. Il était parti s'installer à Los Angeles. À Los Angeles, il avait loué une ancienne boutique de coiffeurs qu'il avait rebaptisé Douglas Aircraft Corporation, rien que ça, et il s'était mis en tête de faire des avions. Quelques années plus tard, il avait réussi un avion phénoménal qu'on va voir dans quelques instants, le DC-3, mais après, dans la division avion militaire, alors que la guerre était en train de se terminer, les gens de Douglas à El Segundo avaient sorti une machine extraordinaire, un énorme monomoteur, long courrier, véritablement un avion lourd, une espèce de jumbo à bombe, qui n'a pas vu la dernière guerre puisqu'il est arrivé trop tard, mais qui par contre a été largement utilisé plus tard, par exemple au Vietnam, ou bien par d'autres armées de l'air, comme l'armée de l'air française. Il l'avait baptisé le Skyraider. Un énorme bazar, un avion cubiste d'ailleurs, un avion pas très élégant, mais étrangement un avion d'une aérodynamique extrêmement raffinée, d'un pilotage extrêmement agréable, et puis surtout un avion qui, quoique monomoteur, est capable d'être embarqué sur un porte-avions, transporter plus de bombes qu'une forteresse volante. Le Skyraider a donc été fabriqué, puis oublié. Il a été versé à des unités de réservistes dans la fin des années 40, début des années 50. Et puis les Français se sont dit, alors que les Français menaient la guerre en Algérie, les Français avaient besoin d'avions d'appui-feu, d'attaque au sol, et le Skyraider était absolument fantastique pour ça. Donc l'armée de l'air française en avait acheté plusieurs dizaines, qui avait été livré à Bordeaux, remis en état, si on peut dire, enfin modifié à la française à Mérignac, et ensuite engagé brièvement dans les opérations en Algérie. Et puis les Américains, eux, ont commencé à mener leur guerre au Vietnam. Et là, d'un seul coup, pour les mêmes raisons, on s'est dit, mais finalement, cet avion à hélice, aux performances archi dépassées, cet avion pourrait nous rendre des services extraordinaires. Et donc, alors qu'au début, on les avait au Vietnam, on les avait surnommés avec dérision les SPAD, parce qu'avec leurs hélices, ils évoquaient les jaseurs de la Première Guerre. Donc, dans la hiérarchie des aviateurs américains pendant la guerre du Vietnam, être pilote de SPAD, c'était pas loin de la déchéance ultime. Mais bizarrement, au fil du temps, il s'est trouvé que ces avions ont rendu de tels services, entre autres en allant aider à récupérer avec des hélicoptères les équipages américains abattus au Nord-Vietnam,
et qui étaient protégés par des SPAD qui tournaient en rond au-dessus d'eux et empêchaient la capture des équipages américains abattus par les troupes nord-vietnamiennes. Petit à petit, les pilotes de SPAD sont devenus une espèce d'élite. Et on disait que pour un pilote de Skyraider au Vietnam, il y avait une chose qui était totalement impossible, c'était de payer sa bière quand il entrait dans un bar. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour dire « Ah, t'es pilote de SPAD ? Je t'invite. » Gros avion, drôle d'avion, terriblement impressionnant, mais finalement plutôt amical. C'est la fin des avions à hélice. Après cela, les avions militaires ont commencé de voler avec des turboréacteurs. Mais c'était quand même une sorte de monument. C'est quelque part la fin de race. Les avions, c'est darwinien. Il y a un moment où l'arbre s'arrête. La branche s'arrête, et bien ça, c'est le bout de la branche des avions à moteur à piston. Well, in flight, the Skyraider. Now, the Skyraider is a Douglas aircraft. It arrived a little late for Second World War. It was more involved in the Vietnam War and was considered a medium attack aircraft in many carrier air wings because the wings of this aircraft can fold back for aircraft carriers. It's not a very good-looking aircraft, but it's been extremely efficient, especially during the Vietnam War. The French Air Force bought 113 of these, and they were ordered in 56, delivered in 58, and they flew until the end of the Algerian War, and they flew essentially in close air support, armed with rockets, bombs, and napalm. Quite a heavy aircraft, and it could carry a heavy weight of bombs. Ladies and gentlemen, the Skyraider, it's the very last of the propellered aircraft from Douglas. We'll be seeing another propeller aircraft just in a minute, DC-3. And after this aircraft, well, different air forces around the world were equipped with jet aircrafts. Une des histoires célèbres de Skyraider est arrivée à Bill Bridgman, qui est le premier homme à avoir passé Mach 2, si je me rappelle bien, avec le Skyrocket. Et avant de devenir pilote d'essai du Skyrocket, Bridgman était pilote de réception sur Skyraider. Et un jour, à l'usine d'El Segundo à Los Angeles, il décolle avec son gros monomoteur et il y a soudainement, l'avion était tout neuf et il y avait une durite qui était mal fixée. Et au moment où il était en train de survoler le parking des employés de Douglas, la durite a lâché et je crois qu'il a fallu repeindre 450 voitures qui avaient été arrosées par l'huile bouillante crachée par le moteur Wright du Skyraider de Bridgman. Heureusement, c'est pas lui qui l'a payé.